5 mois après le décès de Catherine, j'ai apporté ses lunettes cassées à réparer, le dernier souvenir que j'avais d'elle. Quand Daniel Fournier, l'opticien, les a examinées, ses mains ont tremblé. Il ne me les a pas rendues. Au lieu de cela, il a verrouillé la porte, m'a entraîné dans l'arrière-boutique et a prononcé des mots qui ont tout brisé. Vérifier son testament immédiatement, avant d'être le prochain dans la tombe. Puis il m'a montré ce qui était caché dans la monture. J'ai failli m'effondrer en voyant le visage sur l'écran. Les lunettes de lecture de Catherine étaient restées sur son bureau. Un après-midi d'automne, en ouvrant le tiroir du bureau de Catherine, je les ai trouvées sous des catalogues. En les prenant, la charnière a cédé. Je les tenais, sentant que je venais de casser le dernier objet physique d'elle. Catherine les portait tous les jours. Je ne pouvais pas les jeter. La rue de la Course était calme. Je me suis garé devant l'opticien Fournier. Daniel Fournier était un ami de plus de 20 ans. Il m'avait offert son aide après le décès de Catherine. La clochette a tinté en entrant. Daniel a levé les yeux. « Antoine », a-t-il dit. J'ai posé les lunettes cassées sur le comptoir. Son expression a changé, passant à l'inquiétude. Il les a prises, les a examinées avec une loupe de bijoutier, se concentrant sur la branche droite. Puis il s'est figé. Sans me regarder, il a fermé la boutique et baissé le store. Mon estomac s'est noué. « Daniel, qu'est-ce qui ne va pas ?» Il a fait signe vers l'arrière-boutique. « Antoine, je crois que tu dois voir quelque chose. » Je l'ai suivi dans son atelier. Il a posé les lunettes sous une lampe et a ouvert son ordinateur, branchant un petit câble dans un port minuscule dissimulé le long de la branche intérieure. Un répertoire de fichiers est apparu. 3 vidéos, 2 audios, toutes datées d'avril, le mois du décès de Catherine. Daniel a lancé la première vidéo. L'image s'est stabilisée sur notre cuisine. Puis Romain est apparu. Mon fils, avocat d'affaires. Il s'est dirigé vers le placard où Catherine rangeait ses vitamines. Il a sorti une pochette de pilules blanches, a dévissé le flacon de vitamines, y a versé les pilules, l'a secoué et l'a remis à sa place. Moins de 30 secondes. La voix de Daniel était basse. « Il y a plus ?» Romain s'est lavé les mains, puis a quitté le champ. La porte d'entrée s'est fermée. L'horodatage indiquait le 14 avril, 7h15. Catherine s'était effondrée le 14 avril à 2h47. Le 15 avril, j'ai appelé les urgences. Les ambulanciers ont parlé d'un AVC. Elle est partie avant d'atteindre l'hôpital. Daniel a rompu le silence, la voix lourde de colère et de chagrin. Catherine est venue me voir 3 semaines avant sa mort. Elle m'a demandé d'installer cette caméra. Elle voulait des preuves, sans me dire de quoi. Elle m'a fait promettre de ne rien te dire, à moins qu'il ne lui arrive quelque chose. Il a marqué une pause. Je ne savais pas ce qu'elle avait enregistré avant maintenant. Mais je sais ceci. Vérifie le testament immédiatement. S'il lui a fait ça, tu es le prochain. Je ne pouvais plus respirer, incapable de détourner les yeux de l'image figée. La main de mon fils versant ses pilules dans le flacon de vitamines de ma femme. Les lunettes étaient toujours sur le bureau. Je les ai prises, les mains tremblantes, découvrant enfin ce que j'avais manqué, la minuscule lentille, le port dissimulé. Catherine savait, depuis des semaines, et elle m'avait laissé ça. Daniel a lancé le fichier suivant sans me demander mon avis, comme s'il savait que je ne pouvais plus reculer, même si je voulais fuir cette vérité. L'écran a scintillé, et notre cuisine est réapparue. Ce même matin, les lunettes de Catherine étaient sur le comptoir, orientées vers la cuisinière. Je la voyais s'affairer, préparant son habituel porridge aux myrtilles. Romain est apparu, en costume, cravate desserrée, et s'est appuyé contre le comptoir, l'observant. Elle a continué de remuer son porridge, ses épaules se raidissant à ses paroles inaudibles. Sans un regard, elle le laissa partir. La vidéo a avancé jusqu'à 21h30. La cuisine était sombre, éclairée par la seule lumière de l'évier. Les lunettes étaient tournées vers le coin repas où Catherine prenait son thé. Sa tasse bleue ébréchée était là. Romain est réapparu, au téléphone, faisant les 100 pas. Sa voix était claire, le micro des lunettes l'enregistrait parfaitement. « C'est fait » a-t-il dit. « J'ai utilisé la quantité convenue. » Une voix féminine faible a répondu par le haut-parleur. « Juliette. »
Je reconnaissais l'accent du sud de ma belle-fille. Es-tu sûr que ça ne laissera pas de traces demanda-t-elle, la voix tendue. Ça se décompose dans le corps, simulant arrêt cardiaque ou AVC. Les urgences ne feront pas de test sans suspicion, vu son âge, son hypertension et ses médicaments. 24 à 48 heures, peut-être moins. Ce sera rapide, Juliette. Elle ne souffrira pas. Un silence. Puis Juliette a dit doucement, ça arrive vraiment. C'est la seule solution. Le casino n'attendra pas éternellement et mon nom est aussi sur ses dettes. Une fois qu'elle sera partie, nous utiliserons l'assurance vie pour tout régler et nous serons libres. Et ton père? Romain a ri froidement. Il sera dévasté, ne pensera pas clairement pendant des mois. Je m'occuperai de la succession, m'assurant que tout est en ordre. Il signera tout ce que je lui présenterai. L'appel terminé, Romain a fixé son téléphone un instant avant de quitter le champ. La cuisine était vide. Seule la tasse bleue de Catherine restait sur la table, son thé inachevé fumant encore. Vidé, je n'étais qu'une coquille inerte sur cette chaise. Daniel a mis la vidéo en pause. Il y en a une dernière, a-t-il dit doucement. Tu n'es pas obligé de la regarder, mais moi, j'ai dû voir. Il a lancé le troisième fichier. 15 avril, 2h47. La lumière de la cuisine était allumée. Les lunettes de Catherine, sur le comptoir, faisaient face à la table. Je l'ai vue assise dans le coin repas, dos à la caméra, en robe de chambre bleue. Elle s'est levée, a cherché quelque chose sur le comptoir. Sa main a manqué sa cible, agrippant l'air, puis elle s'est effondrée. Je l'ai regardée tomber au ralenti. Impuissant, je l'ai vue tomber lourdement, sa tête heurtant la table avant de s'écrouler sur le sol. Romain est apparu du couloir. Il est entré dans le champ, l'a regardé, puis a consulté sa montre. Il est resté immobile, sans appeler ni la toucher, la regardant mourir sur le sol de la cuisine, vérifiant sa montre toutes les quelques minutes, chronométrant. 12 minutes à la regarder, immobile, respirant à peine, pour s'assurer. Finalement, il a composé, sa voix frénétique et désespérée, une performance digne d'un Oscar. Allô, ma mère s'est effondrée. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Envoyez quelqu'un, s'il vous plaît. La vidéo s'est arrêtée, me laissant fixer l'écran noir. Daniel Fournier n'a rien dit. Que dire? Mon fils, mon unique fils dont j'étais si fier, avait regardé sa mère rendre son dernier souffle, vérifiant sa montre pour s'assurer de sa mort. Daniel Fournier a désigné un fichier vocal, enregistré le 14 avril à 23h47, 3 heures avant son effondrement. J'ai hoché la tête et la voix de Catherine a empli l'arrière-boutique. Je n'étais pas prêt à entendre sa voix après 5 mois de silence. Elle me parlait, 3 heures avant sa mort. Quand elle a prononcé Antoine, mon nom, avec cette douceur douloureuse, mon cœur s'est serré. Dans l'arrière-boutique de l'opticien Fournier, nous écoutions la dernière chose que Catherine avait enregistrée. Si tu entends ceci, a poursuivi sa voix tremblante, c'est que je ne suis plus là, et je suis tellement désolé, mon amour. Écoute attentivement. Je n'ai pas beaucoup de temps. Il y a un coffre à la Banque de Bordeaux. Numéro 4, 147. La clé est dans le tiroir du bureau de Catherine, dans une enveloppe bleue, sous mes catalogues de jardinage. Tu dois l'ouvrir. J'ai jeté un œil à Daniel Fournier, son visage tendu devant l'écran. Dans ce coffre, tu trouveras une lettre de 8 pages, où j'ai consigné chaque détail, date et preuve. Je n'ai pu le dire à voix haute, mais je l'ai écrit pour toi. Une légère pluie frappait la fenêtre. Il y a aussi un Nouveau Testament. J'ai rencontré Maître Hélène Dubois, notaire à la place du commerce, il y a 2 jours. Elle l'a notarié. 95% de notre succession ira à la Fondation Justice Familiale. Romain recevra 100 000 euros. C'est tout. Mon souffle s'est coupé. 100 000 euros sur 2,7 millions. Il ne sait pas pour ce Nouveau Testament, Antoine. Il pense que l'ancien est toujours valable, qu'il héritera de plus d'1 million d'euros. Mais ce ne sera pas le cas. Maître Dubois a l'original dans son coffre. La voix de Catherine s'est faite plus basse, et je me suis penché vers le haut-parleur. J'ai besoin que tu me promettes quelque chose. Promets-moi d'aller d'abord à la banque, de lire ma lettre, puis d'appeler quelqu'un. Avocat, police, n'importe qui. Ne l'affronte pas seul, s'il te plaît. J'ai fermé les yeux. Je t'aime, Antoine.
Je t'ai aimé depuis le jour où tu as renversé du café sur moi à la bibliothèque universitaire et que tu t'es excusé 5 fois en moins d'une minute. Je t'ai aimé pendant 38 ans de mariage. Je t'aime maintenant, même si je ne suis plus là pour te le dire. Sa voix a tremblé, et j'ai entendu son inspiration saccadée, comme si elle retenait ses larmes. Je voulais tout te dire pour notre anniversaire, le 3 novembre. J'avais tout prévu. T'emmener à ce petit restaurant au bord de l'eau, puis te montrer toutes les preuves, la lettre, le plan pour te protéger. Je pensais avoir le temps. L'enregistrement s'est tu un instant. J'avais tort. J'ai cru pouvoir gérer ça seul, rassembler assez de preuves, l'affronter en privé et arranger les choses avant que tu ne saches quoi que ce soit. Mais j'ai attendu trop longtemps. Sa voix s'est éteinte. Maintenant, j'enregistre ceci à presque minuit. Et j'ai peur. J'ai peur qu'il sache que je l'observais, qu'il agisse plus vite que prévu, et qu'il soit trop tard pour moi quand tu entendras ceci. Ma poitrine se serrait. Les lunettes de lecture que je porte, celles que tu tiens probablement, ont une caméra cachée. Daniel Fournier m'a aidé à l'installer en mars. C'est un ami, Antoine. Tu peux lui faire confiance. Regarde les vidéos, tu comprendras. Elle a repris, sa voix à peine un murmure. Coffre 447, enveloppe bleue dans mon bureau. Hélène Dubois, place de la Liberté. Lis ma lettre, elle contient tout. Et Antoine, s'il te plaît, sois prudent. S'il te plaît. Un silence plus long. Je suis désolé d'avoir porté ce fardeau seul. Je voulais te préserver, te laisser dormir quelques nuits de plus. Mais je vois maintenant. J'aurais dû te faire confiance, te le dire dès que j'ai su. Sa voix s'est brisée. Pardonne-moi, mon amour. Pardonne mon silence. L'enregistrement s'est terminé par un léger clic. Seul le bourdonnement de l'ordinateur de Daniel Fournier rompait le silence de l'arrière-boutique. Dehors, j'entendais le trafic lointain de la rue de la Course, mais ici, il n'y avait que l'écho de la voix de Catherine. Daniel Fournier a rompu le silence, sa voix prudente. « Antoine, nous devons appeler quelqu'un, un avocat, la police, quelqu'un qui puisse aider. » Je n'ai pas répondu, obsédé par l'enveloppe bleue, le coffre et la lettre de Catherine. Elle avait su pendant des semaines que notre fils complotait contre elle, et elle avait tout affronté seule pour me protéger. Daniel Fournier s'est levé, sortant son téléphone. J'appelle maître Marguerite, une avocate spécialisée en droit pénal. Elle saura quoi faire. Il a composé. Daniel lui a expliqué que ma femme, Catherine, décédée il y a 5 mois d'un prétendu AVC, n'avait pas eu une mort naturelle, et que nous pensions que son fils comptait s'en prendre à moi ensuite. Marguerite a demandé « Amenez-le à mon bureau, tout de suite ». Le bureau de maître Marguerite, modeste et fonctionnel au 7e étage d'un immeuble du centre-ville de Bordeaux, ne ressemblait en rien à ce que j'imaginais. 2 heures s'étaient écoulées depuis que j'avais quitté l'opticien Fournier. Incapable de démarrer ma voiture, fixant mon téléphone, je savais que je devais appeler Romain, mais ne pouvais m'y résoudre. J'avais finalement appelé le numéro de la carte. Marguerite m'avait dit de venir immédiatement. Assise en face de moi, la cinquantaine, cheveux grisaciers tirés en chignon, elle regardait les vidéos sur l'ordinateur portable de Daniel Fournier pour la 3e fois. Elle n'a pas réagi comme Daniel Fournier. Pas de souffle coupé, juste un regard attentif et des notes sur un bloc-notes. Quand le mémo vocal de Catherine s'est terminé, Marguerite a retiré ses lunettes. « Monsieur Antoine, avez-vous confronté votre fils à ce sujet ?» J'ai hoché la tête. « Non, je suis venu directement ici après avoir quitté l'opticien Fournier. » Elle a tapoté son stylo. « Cette décision vous a peut-être sauvé la vie. Votre fils est avocat civil, » a-t-elle poursuivi. « Il connaît le système juridique et comment effacer ses traces. Dès qu'il saura que vous avez ces images, cet enregistrement, il détruira toute preuve restante et accélérera son calendrier pour vous. » J'ai répété lentement. « Accélérera son calendrier ? Vous voulez dire, s'il vous considère comme une menace, il agira plus vite que prévu. Votre femme vous a fait un cadeau inestimable avec ses preuves, mais cela vous met aussi en danger immédiat. » Elle a tourné une page. « Antoine, voici ce que nous allons faire. 6 étapes. Nous les suivrons à la lettre. Nous ne dévierons pas de ce plan et ne dirons rien à personne, pas même à Romain, tant que tout ne sera pas verrouillé. Compris ? » J'ai acquiescé. Première étape,
Ne confrontez pas Romain. Ne lui parlez ni de l'argent, ni des vidéos. S'il appelle, restez léger. S'il veut vous voir, soyez occupé. S'il insiste, prétextez une grippe. Tout pour gagner du temps sans éveiller les suspicions. Elle a écrit en capitale. Pas de contact, excuse naturelle. Deuxième étape, nous demanderons l'exhumation du corps de Catherine. Elle a mentionné le chlorure de potassium dans son enregistrement, la substance dont Romain et Juliette ont parlé. Couramment utilisée en médecine, elle imite les symptômes d'une crise cardiaque et laisse des traces détectables par un bon légiste, même des mois plus tard. L'idée d'ouvrir la tombe de Catherine me révulsait. Je sais, dit Marguerite, lisant mon expression. Mais c'est le seul moyen de prouver que ce n'était pas une mort naturelle. Sans cette preuve, tout le reste est circonstanciel. Troisième étape, nous engagerons un expert comptable pour suivre chaque euro de ces 680 000 euros. Nous établirons une preuve irréfutable d'un détournement systématique sur 18 mois. Quatrième étape, vérifier le Nouveau Testament avec maître Ellen Patterson pour confirmer sa validité et l'ignorance de Romain. Cinquième étape, enregistrer chaque interaction avec Romain. La loi française autorise l'enregistrement sans consentement. Mon téléphone devra enregistrer discrètement chaque appel ou visite. Marguerite leva les yeux. Sixième étape, cruciale. Ne rien signer que Romain me présente. S'il demande une signature, j'exigerai que mon avocat l'examine. S'il insiste, je la citerai, disant qu'elle m'aide à organiser la succession de Catherine, l'utilisant comme bouclier. Elle posa son stylo et se pencha en arrière. Ces 6 étapes posent les bases. Mais, Monsieur Jacques, je dois être clair. Avocate spécialisée, je peux vous aider à protéger vos biens et monter un dossier. Ce que votre fils a fait à votre femme est un homicide. Nous devons donc impliquer les forces de l'ordre. Le mot « homicide » plana entre nous. Marguerite poursuivit. J'ai un contact au commissariat, la détective Dubois, division homicide. Elle est intelligente, méticuleuse et ne lâche jamais une affaire. Avant de l'appeler, j'ai besoin de votre permission. Une fois les forces de l'ordre impliquées, pas de retour en arrière. Ce sera une enquête officielle et publique. Votre fils sera probablement arrêté et votre vie ne sera plus jamais la même. Je repensais à la voix de Catherine sur l'enregistrement, à ses excuses et son avertissement. Je revoyais Romain dans notre cuisine, regardant sa mère rendre son dernier souffle, consultant sa montre. « Appelez la détective Dubois », dis-je. Marguerite prit son téléphone. Avant de composer, elle me regarda. « Jacques, votre fils est avocat civil. Il sait manipuler le système, se faire passer pour une victime, semer le doute. Nous devons être plus intelligents, rapides et certains de nos mouvements. » Elle appuya sur une touche de numérotation rapide. La détective Dubois du commissariat est nécessaire pour qu'il ne s'en sorte pas. Le téléphone sonna 2 fois avant qu'une voix féminine ne réponde. Marguerite prononça des mots inoubliables. « Dubois, j'ai un client dont le fils a empoisonné sa mère et compte faire de même avec lui. Nous avons des preuves vidéo. Quand pouvez-vous venir à mon bureau ? » Je n'ai pas dormi de la nuit de mardi, fixant le plafond, écoutant chaque craquement, chaque voiture, me demandant si l'une d'elles ralentirait. Marguerite avait dit que la détective Dubois aurait besoin de 24 heures pour examiner les preuves. 24 heures semblaient une éternité, mon fils prévoyant de faire passer ma mort pour un acte de désespoir. Mercredi matin, j'ai roulé vers la maison, manquant de brûler un feu rouge sur la rue de la Course. Arrivé chez moi, je me suis précipité vers mon bureau. Dans le classeur des documents importants, derrière nos polices d'assurance vie légitime, j'ai trouvé une police que je n'avais jamais vue. C'était une police mutuelle pacifique de 1,5 million d'euros, émise le 15 mars 2024, assurant Antoine et désignant Romain comme bénéficiaire. Ma signature y figurait, mais je ne l'avais jamais apposée. Je n'avais même jamais entendu parler de cette compagnie. La falsification était habile, mais le « A » majuscule d'Antoine était trop arrondi, contrairement à mon style anguleux hérité de mes années d'architecture. Mon téléphone a sonné, affichant le nom de Romain. J'ai décroché à la 4e sonnerie, m'efforçant de garder ma voix stable. « Salut, mon grand. »« Papa, enfin, j'essaie de te joindre depuis hier. Désolé,
J'étais occupé avec des affaires de ta mère. Une pause. Justement, c'est pour ça que j'appelle. Je pense qu'il est temps de mettre tes affaires en ordre. Une procuration pour que je puisse accéder au compte si quelque chose t'arrive. Tu as 64 ans, papa. Il faut y penser. Ma main s'est crispée sur le téléphone. Sa voix était préoccupée, attentionnée. Le fils parfait. J'apprécie Romain, mais je ne suis pas encore prêt. Papa, il ne s'agit pas d'être prêt, mais préparé. Le décès de maman nous l'a montré. Je ne veux pas être pris au dépourvu. J'y réfléchirai. Je passe ce soir. Nous examinerons les documents. Juste quelques signatures. Ce soir, ce n'est pas bon. Son ton durcit. Maman voudrait que tu me fasses confiance. Je suis ton seul fils. Qui d'autre s'occupera de toi? C'était la même manipulation qu'il avait utilisée sur Catherine. J'y réfléchirai, Romain. Bien, mais je passe quand même vers 19 heures. Nous devons parler. Il a raccroché. Fixant la fausse police, j'ai appelé Marguerite. Elle a répondu immédiatement. Antoine, qu'est-ce qui ne va pas? Une note sur ma voiture ce matin disait « Il sait, fuyez ». J'ai aussi trouvé une fausse police d'assurance vie de 1,5 million d'euros à mon nom, avec Romain comme bénéficiaire. Et il vient d'appeler, il veut que je signe des procurations ce soir. Silence. Puis, sortez de chez vous immédiatement. Ne prenez rien. Allez à un hôtel, payez en espèces, utilisez un faux nom. Désactivez les services de localisation de votre téléphone. Ne dites à personne où vous allez, pas même à moi. Marguerite, Antoine, écoutez-moi. Si Romain insiste autant, si vite, c'est qu'il sait. Cette note est un avertissement. Nous n'avons plus 24 heures, peut-être même pas 24 minutes. Partez maintenant. J'ai attrapé mon portefeuille et mes clés, laissant la fausse police sur mon bureau. En me dirigeant vers la porte, j'ai ouvert l'application de surveillance que nous avions installée. Le flux en direct montrait mon perron vide. Mais en faisant défiler les enregistrements de la dernière heure, mon sang s'est glacé. Romain était là il y a 30 minutes. Il avait essayé la poignée, verrouillée, heureusement, puis était resté 5 minutes, regardant par la fenêtre du salon. Il avait ensuite sorti son téléphone, tapé un message et était retourné à sa voiture. J'ai zoomé sur l'enregistrement de la caméra de rue. L'angle était parfait pour lire son écran. Le message texte disait « Il n'est pas là, il faut accélérer ». Je l'ai vu l'envoyer, puis regarder ma maison une dernière fois avant de partir. Mon fils était venu me trouver, me coincer, me faire signer des documents, ou pire. J'ai attrapé ma veste et couru vers ma voiture. La note d'avertissement froissée dans ma poche résonnait. Il sait. Fuyez. Pour la première fois depuis que j'avais trouvé les lunettes de Catherine, j'ai obéi. J'ai fui. J'avais passé la nuit de mercredi dans un motel bon marché, payé en liquide sous un faux nom, mon téléphone éteint. Le sommeil m'avait fui, hanté par l'image de Romain devant ma porte. Jeudi matin, Marguerite m'avait envoyé un message chiffré. 8 heures, mon bureau, ne rien apporter. À 8 heures, j'étais dans son bureau, face à elle et à Thomas Reed, un expert en traque financière de 61 ans. Thomas posa une épaisse liasse sur le bureau. 47 pages, dit-il. Mais je peux résumer? Marguerite acquiesça. Thomas expliqua que la fiducie familiale, créée en 2006 avec 1,8 million, avait atteint 2,4 millions en janvier 2023. C'est là que les retraits avaient commencé. 23 retraits en 18 mois, détailla-t-il, toujours sous les 50 000, espacés d'au moins 3 semaines. Une stratégie de détournement classique vers 3 comptes. 2 au nom de Romain, un compte joint avec Juliette. Mes jointures blanchirent. Le solde actuel est de 1,72 million. Votre fils a détourné 680 000 euros en 1 an et demi. Il y serait parvenu si Catherine n'avait pas veillé. Elle savait, murmurai-je. Thomas confirma que Catherine, dans son enregistrement, suivait cela depuis mars, période où les retraits étaient devenus plus importants et fréquents. Il était désespéré, ajouta-t-il. Marguerite demanda « Désespéré de quoi? Où est passé l'argent ?» Thomas montra des relevés de casino et avis de recouvrement. Juliette a un problème de jeu. Elle doit 920 000 euros au Casino des Roches.
Une dette détenue par Pacific Holdings LLC, une société écran qui ne plaisante pas. Comment? Demandai-je. Os cassé d'abord, répondit Thomas. Juliette avait contracté ses prêts début 2022 et ne pouvait plus payer les intérêts. Le casino lui avait donné jusqu'au 31 décembre 2024 pour tout régler. C'est pourquoi Romain a commencé à voler dans la fiducie, dit Marguerite. Thomas confirma. Mais 680 000 euros ne couvrent pas 920 000. Il manquait 240 000. L'assurance vie de Catherine, dis-je. Thomas hocha la tête. Catherine avait une police de 500 000 euros. Romain était le bénéficiaire secondaire après vous. Si quelque chose vous arrivait à tous les deux, il aurait accès à cette somme, assez pour éponger la dette de Juliette. Tout s'éclaircissait. Romain planifiait cela depuis plus d'1 an. Quand le vol ne suffisait plus, il avait décidé de nous éliminer, Catherine et moi, pour masquer l'argent manquant. Il y a autre chose, ajouta Thomas, sortant son téléphone. J'ai enquêté sur l'addiction de Juliette. Elle fréquente les réunions des joueurs anonymes depuis 8 mois. J'ai trouvé sa marraine, Alison Ward, 38 ans, parajuriste, prête à vous parler. Marguerite se redressa. À témoigner? Potentiellement. Elle a peur, mais elle est furieuse de ce que Romain a fait faire à Juliette. Je lui ai donné votre numéro. Mon téléphone vibra. Je l'avais rallumé en venant. Numéro inconnu. Le message disait « Monsieur Antoine, c'est Alison Ward. J'étais la marraine de Juliette au JA. C'est moi qui ai laissé la note sur votre voiture mercredi matin. Juliette m'a dit des choses qu'elle n'aurait pas dû. Romain a engagé Marcus Cole pour saboter vos freins et simuler un accident. Juliette a craqué, incapable de vivre avec ça. Protection immédiate. Soyez prudent. » Je relus le message et tendis le téléphone à Marguerite. Son visage se figea. « Votre voiture ? » ?»« Chez moi. J'ai pris un VTC, je n'y touche pas. » Marguerite composa. « Laura, le fils a engagé quelqu'un pour couper les freins. Saisir et examiner la voiture, protéger mon client immédiatement. » Thomas rangeait son rapport. « Monsieur Antoine, en 30 ans, j'ai vu des vols, mais jamais quelqu'un volait sa famille et planifiait des meurtres pour couvrir ses traces. Votre fils est bien pire. » Je ne répondis pas. La voix de Catherine résonnait. Romain était désespéré. Elle avait raison. Les désespérés ne s'arrêtent que s'ils obtiennent ce qu'ils veulent, ou si on les arrête. Au parc des bénévoles, la quiétude semblait déplacée, mon fils complotant. J'étais à la terrasse d'un café, ma tasse intacte, observant les passants. Marguerite avait insisté pour que je vienne en VTC et surveille les accès. Alison arriva 10 minutes plus tard, balayant les environs. 38 ans, tenue professionnelle, cheveux attachés, yeux fatigués, elle portait un sac en cuir. Quand elle me repéra, elle s'assit. « Monsieur Antoine, merci. » Elle regarda autour d'elle, nerveuse. « Si Romain ou Juliette découvrent que je vous ai prévenu, ils ne le sauront pas. » Alison sortit une clé USB. Juliette, accablée par 920 000 euros de dette, m'a demandé d'être sa marraine aux joueurs anonymes. Il y a 3 semaines, elle a craqué, ne supportant plus ce que Romain préparait. Je demandai si elle avait parlé de Catherine. Alison hocha la tête. Romain avait simulé un AVC pour votre femme, planifiant ça depuis des mois, et de vous. Romain a engagé Marcus Cole, un nettoyeur au casier judiciaire chargé de simuler des accidents. Combien? 50 000 euros, moitié d'avance, moitié après. 50 000 euros pour ma vie. Alison poursuivit. Juliette m'a raconté le plan. Marcus devait couper vos freins pour simuler une défaillance. Romain connaissait votre routine. L'autoroute A63 chaque matin, parfaite pour un accident. Elle lança l'enregistrement. La voix de Marcus se fit entendre. Les conduites de frein, coupez-les à 70%. Il pourra rouler quelques kilomètres avant la défaillance totale. Ça ressemblera à de l'usure. Je peux le faire en moins de 5 minutes. Il se gare chez lui, part vers 7 heures. Il a 64 ans, prend l'autoroute A63 tous les matins. Si quelqu'un enquête, ils verront un vieil homme qui n'a pas entretenu sa voiture. Le rire de Marcus était froid. Un vieil homme sans frein dans une pente raide, propre. Le calendrier? Demanda Romain.
Je veux que ce soit fait avant la fin du mois. J'ai besoin d'accéder à ces comptes avant décembre, la date limite du casino étant le 31. Si je dois le faire moi-même, je le ferai, mais je te paie pour rester propre. Une pause. Puis la voix de Romain, plus basse mais toujours audible. Une fois les deux partis, on est tranquille pour la vie. La fiducie, l'assurance vie, ses biens personnels, tout. On solde la dette de Juliette et on disparaît un moment. Peut-être l'Europe. L'enregistrement se termina. Je restai figé, incapable de bouger. C'était la voix de mon fils, planifiant ma fin comme on planifierait des vacances. Allison éteignit l'appareil, me laissant un instant. « Juliette est terrifiée, dit-elle. Elle se cache dans un motel à Bordeaux, chambre 214. Elle n'a pas contacté Romain depuis 2 jours. Il l'appelle sans arrêt. Témoignera-t-elle? Je ne sais pas. Elle a peur de Romain, du casino, de la prison, mais elle est aussi rongée par la culpabilité concernant Catherine. Je vous ai averti et donné cet enregistrement parce que je ne pouvais pas rester silencieuse et que vous méritez de savoir. Mais si vous l'utilisez, Juliette pourrait fuir. Et si Romain découvre qu'elle a parlé ou que je vous ai aidé, je pris la clé USB et la mis dans ma poche. J'ai une détective en qui j'ai confiance. Elle protégera Juliette et vous. Vraiment? Parce que Marcus Cole est toujours là, et Romain a toujours besoin de vous éliminer. Elle se leva. Soyez prudent, monsieur Antoine. Votre fils parlait de vous comme si vous étiez déjà sous terre. Et les gens qui parlent comme ça ne changent généralement pas d'avis. Elle s'éloigna dans la foule. Je restai seul, la clé USB lourde dans ma poche, la voix de Romain résonnant encore dans ma tête. Une fois les deux partis, on est tranquille pour la vie. Pas si j'avais mon mot à dire. En arrivant au bureau de Marguerite, le soleil déclinait sur la rue Sainte-Catherine. J'avais pris des précautions extrêmes, changeant de VTC et surveillant mes arrières. La clé USB pesait 1 tonne dans ma poche. La détective Dubois m'attendait, près de la fenêtre, les bras croisés. Une femme de 45 ans, à la présence imposante, forgée par 2 décennies aux homicides. Cheveux courts, tailleur sobre, des yeux qui avaient tout vu. Elle ne perdit pas de temps. « Vous avez l'enregistrement ?» Je lui tendis la clé USB. Dubois la brancha sur l'ordinateur portable que Marguerite avait préparé. Nous réécoutâmes l'enregistrement. La voix de Romain et celle de Marcus discutant froidement comment simuler ma mort par défaillance mécanique. Une fois les deux partis, on est tranquille pour la vie. Une fois l'enregistrement terminé, Dubois éjecta la clé. « C'est recevable, déclara-t-elle. La qualité audio est bonne, le contexte clair. Votre source est-elle prête à témoigner ?» Elle a peur, dis-je. Mais oui. Dubois hocha la tête. Marcus Fournier, 45 ans. 2 antécédents en France. Agression, falsification. Rien n'a abouti. Les témoins se sont rétractés. Les preuves ont disparu. Classique. Classique quoi? Un professionnel. Il sait faire disparaître les problèmes. Votre fils n'a pas engagé un amateur. Dubois s'assit, le visage grave. En 19 ans aux homicides, j'ai vu des familles s'entretuer pour l'argent. Mais ceci est prémédité, calculé. Votre fils a planifié la mort de votre femme et la vôtre, et il a engagé un tueur. Marguerite se pencha en avant. De quoi avons-nous besoin pour procéder? Nous devons prouver que la mort de Catherine n'était pas naturelle. Nous avons la vidéo de Romain altérant ses vitamines, sa voix discutant d'une substance imitant l'arrêt cardiaque et le témoignage de la marraine de Juliette. C'est solide, mais circonstanciel sans preuve physique. L'exhumation, dis-je à Dubois. C'est le seul moyen de prouver ce que Romain a fait. Si Catherine a été empoisonnée au chlorure de potassium, des traces subsisteront. Un légiste les détectera. La gorge serrée, je pensais à sa tombe. Dubois promit une procédure digne au cimetière des Pins, à l'aube, avant l'ouverture. Seul le légiste, elle et les techniciens seraient présents. Je n'aurais pas à y assister. Quand? Demandai-je. Une ordonnance du tribunal. Marguerite a préparé une requête d'urgence. Si un juge la signe ce soir, nous pourrions agir à l'aube. Marguerite, déjà au téléphone, ajouta « La juge Holloway me doit une faveur. Elle nous recevra. » Les choses s'accélérèrent.
Marguerite partit déposer la requête, tandis que Dubois multipliait les appels. Je restai dans le bureau, redoutant le vendredi matin. 1 heure plus tard, Marguerite revint avec l'ordonnance signée. La juge Holloway avait validé l'exhumation d'urgence. Vendredi, 6 heures du matin, annonça Dubois. Le légiste nous rejoindra au cimetière des Pins. Nous prélèverons des échantillons pour analyse toxicologique. Les résultats préliminaires prendront 72 heures, mais si le chlorure de potassium est là, nous le saurons vite. Ensuite, nous l'arrêterons, poursuivit-elle. Complicité de meurtre, falsification, détournement de fonds, fraude à l'assurance. Marcus Fournier sera aussi arrêté. Mais d'abord, monsieur Antoine, nous devons vous garder en vie pour que justice soit faite. Elle me tendit une carte. Protection rapprochée dès ce soir. 2 agents assureront votre sécurité jusqu'à ce que Romain et Marcus Fournier soient sous les verrous. Marguerite sortit un dossier. Autre chose. Catherine a mentionné un coffre à la Banque Atlantique. Nous devons y accéder avant que Romain ne se doute de nos actions. Dubois leva les yeux. Qu'y a-t-il dans ce coffre? Je ne sais pas, avouai-je. Elle a dit de le vérifier? Nous irons demain matin, avant l'exhumation, avant que Romain ne sache rien. Dubois se leva. Monsieur Antoine, vous n'êtes plus seul. La brigade criminelle de Bordeaux est derrière vous. Nous prouverons ce que votre fils a fait à votre femme et nous l'empêcherons de vous le faire. Elle consulta son téléphone, son expression changea. Quoi? Demandai-je. Romain avait appelé le commissariat, inquiet de ne pouvoir me joindre. Mon sang se glaça. Détective Dubois confirma son désespoir. Il sait que vous l'évitez, le temps presse. Demain à 6 heures, nous saurons ce que votre fils a fait à votre femme. Cette nuit, vous êtes sous protection totale. Le bureau de Marguerite me parut soudain exigu. Où vais-je? Demandai-je. Dubois, déjà au téléphone, répondit « Maison sécurisée. Les agents sont en route. Départ dans 5 minutes. » En nous levant, Marguerite me rappela l'importance du coffre de Catherine. Quoi qu'il contienne, elle voulait que vous le trouviez avant Romain. Nous l'aurons demain, dès la première heure. J'acquiesçai, l'esprit fixé sur les mots de Dubois. Demain à 6 heures, la vérité éclaterait. Après 5 mois de chagrin mêlé de trahison, j'aurais la preuve que Catherine n'était pas morte d'un AVC, mais que notre fils avait mis fin à sa vie. L'aube n'était pas encore levée quand Marguerite et moi arrivâmes à la Banque du Nord-Ouest Pacifique. Les rues étaient désertes. Nous avions quitté la maison sécurisée à 4h32, suivis par des policiers. Dans moins d'1 heure, la tombe de Catherine serait ouverte, mais nous devions d'abord découvrir ce qu'elle avait laissé. La directrice de la banque, tirée du lit, nous attendait. Marguerite avait obtenu une ordonnance judiciaire pour un accès d'urgence au coffre. La directrice vérifia nos identités et nous guida à la chambre forte. Ma main chercha l'enveloppe blanche et la clé trouvée dans le tiroir du bureau de Catherine. Je savais enfin pourquoi. Le coffre 447, annonça la directrice en l'ouvrant. Seul dans la petite pièce privée, j'ouvris la boîte. Elle contenait une épaisse enveloppe de Catherine pour Jacques, un document légal intitulé « Dernière volonté et testament de Catherine Anne Mitchell » et une clé USB étiquetée « 15 avril, 1 heure du matin ». Je saisis la lettre de Catherine, 8 pages écrites de sa main. Ma vue se brouilla. « Mon très cher Jacques, si tu lis ceci, alors j'ai échoué. Je suis tellement désolé, mon amour. Je dus m'arrêter, submergé, avant de continuer. Elle expliquait qu'elle comptait tout me révéler pour notre anniversaire, mais Romain savait qu'elle avait découvert son détournement d'argent. 680 000 € volés en 18 mois. 2 semaines auparavant, il l'avait menacée de faire passer sa mort pour un accident si elle parlait. Elle avait pris des précautions. Une caméra était installée dans ses lunettes de lecture, enregistrant chaque conversation dans notre cuisine depuis le 28 mars. La preuve était là. Elle avait aussi modifié notre testament 3 jours plus tôt. 95% de notre succession irait à la Fondation Justice Familiale. Romain recevrait 100 000 €. Jacques, je n'ai rien dit car tu l'aimes inconditionnellement. Je ne pouvais pas détruire cela. J'espérais qu'il changerait. J'avais tort. Je te laisse toutes les preuves. Ne l'affronte pas seul. Protège-toi, car je crois que tu es le prochain. Je t'aime. Pardonne mon silence.
Je voulais juste que tu dormes paisiblement quelques nuits de plus sans pleurer notre fils. Tout mon amour, pour toujours Catherine. 14 avril 2024, 23h30. 3 heures plus tard, elle s'effondrait dans notre cuisine. Incapable de parler, je tenais les pages. Marguerite prit le testament. Le document, daté du 12 avril 2024, confirmait la répartition. 95% à la Fondation Justice Familiale, 5% à Romain, avec l'espoir qu'il utilise ces fonds pour régler les dettes qui lui ont causé tant de détresse. Même dans son dernier acte, Catherine avait tenté de le sauver. Marguerite brancha la clé USB. Un fichier audio du 15 avril, 1h04, révéla Romain expliquant avoir empoisonné Catherine avec du chlorure de potassium indétectable, simulant un AVC. Il prévoyait de remplacer le testament par l'ancien, m'anéantissant. J'entendais qu'il comptait aussi me tuer pour l'assurance vie et la fiducie, garantissant leur tranquillité. L'enregistrement se termina. Marguerite éjecta la clé USB. Il a échangé les testaments, pensant que cette copie n'existait pas. Je tenais la lettre de Catherine, murmurant « Elle savait, et elle a quand même essayé de le sauver. » Marguerite rangea tout. Catherine t'a laissé une feuille de route pour prouver ce que Romain a fait et faire respecter ses dernières volontés. À 5h45, sa tombe allait être ouverte. Marguerite me rassura. Morte seule sur le sol de notre cuisine, elle s'est assurée que tu saurais et que Romain ne s'en sortirait pas. Nous rejoignîmes l'escorte policière et détective Dubois au cimetière des Chênes. La preuve physique des actes de Romain était imminente. Je tenais déjà tout. Les mots de Catherine, son testament, ses preuves. Elle m'avait protégé d'outre-tombe. Au cimetière des Chênes, l'équipe forensique installait son équipement. Avec Marguerite, serrant le dossier, je me tenais à distance, détective Dubois nous séparant du site d'exhumation. L'exhumation restait une scène difficile. À 6h12, le téléphone de détective Dubois sonna. Son visage se crispa. « Votre fils est au commissariat central. » Mon estomac se serra. Romain avait signalé ma disparition à 5h30, m'accusant d'être absent depuis 48 heures, de montrer des signes de déclin cognitif et d'être un danger. Il exigeait une évaluation d'urgence. L'expression de Marguerite devint glaciale. Il essaie de vous faire déclarer inapte. Détective Dubois expliqua. S'il obtient un avis d'incapacité, il peut demander une tutelle d'urgence et contrôler tout. Agissons vite. Allons au commissariat central. Le trajet jusqu'au commissariat central de Bordeaux me parut une éternité. Dans la salle de conférence, Romain et un psychiatre en costume coûteux se levèrent. Romain, faussement inquiet, lança « Papa, Dieu merci, nous étions si inquiets. Tu n'as pas répondu depuis 2 jours. » « Assez, » coupa détective Dubois. « Gardez cette performance pour quelqu'un qui n'a pas de Romain s'approcha. Papa, je veux juste t'aider. Tu n'es plus le même depuis la mort de maman. » Je sortis la lettre de Catherine. Ta mère l'a écrite la nuit où tu as mis fin à sa vie, le 14 avril à 23h30, 3 heures avant qu'elle ne s'effondre. Elle y détaillait tes menaces et m'avertissait que tu me ferais la même chose. Romain se figea. Je posai la lettre et sortis le testament. Ou préfères-tu parler du testament que tu as tenté de cacher? Celui où ta mère a légué 95% de notre succession à des œuvres de bienfaisance et que tu pensais avoir détruit? Le docteur Pierce, confus, demanda à Romain « De quoi parle-t-il » Ou, intervint détective Dubois, sortant son téléphone, nous pourrions écouter l'enregistrement de vous et Marcus Cole discutant de la façon de couper les freins de Jacques. Le masque de Romain tomba, son visage vide et calculateur. « Je veux mon avocat. »« Vous en aurez besoin, » répliqua détective Dubois. Elle se tourna vers le docteur Pierce. « Docteur, combien Romain vous a-t-il payé ?» Le docteur Pierce se raidit. « 15 000 euros. Et avez-vous rédigé une évaluation psychiatrique avant de voir mon client ?»« Non. Romain m'a fourni des informations. J'ai rédigé une évaluation préliminaire. » L'évaluation déclarant Jacques incompétent fut présentée. Détective Dubois ordonna l'arrestation du docteur Pierce pour fraude. Romain, le masque tombé, me lança « Tu ne peux rien prouver.
Nous exhumons le corps de votre mère, dit détective Dubois. Lundi, les résultats toxicologiques révéleront ce que vous avez mis dans ces vitamines. C'est fini, Romain. Romain me fixa. Tu vas détruire ton propre fils? Tu t'es détruit toi-même, répondis-je, le jour où tu as empoisonné ta mère. Romain tourna les talons, suivi par détective Dubois. Épuisé, je m'effondrai sur une chaise. Le téléphone de Marguerite vibra. Elle pâlit en lisant un message de Juliette. Marcus vient au motel du Pont ce soir. Romain lui a dit que je suis un fardeau. Il va faire croire à mon suicide. Je ne peux plus fuir. Aidez-moi. Détective Dubois lut par-dessus mon épaule et jura. Motel du Pont, Bordeaux. Chambre 214. Combien de temps pour y arriver? Demanda Marguerite. 45 minutes, répondit détective Dubois. À moins que Romain, désespéré, n'ait dit à Marcus d'accélérer pour éliminer Juliette. Détective Dubois sortit sa radio. Je demande à la police de Bordeaux de vérifier. Nous mettrons Juliette en garde à vue protectrice, attendrons les résultats toxicologiques, puis arrêterons Romain et Marcus simultanément. Nous quittâmes le commissariat au lever du soleil. Au cimetière des Chênes, on recueillait des preuves du corps de Catherine. À Bordeaux, Juliette se cachait. Romain et Marcus se regroupaient. Mais pour la première fois, j'avais une longueur d'avance. Catherine nous avait donné la feuille de route. À 18h ce soir-là, Juliette était dans une maison sécurisée au nord de Bordeaux, tremblante. Détective Dubois l'avait sortie du motel du Pont à midi, la transférant discrètement hors de portée de Romain et Marcus. Elle était assise en face de moi, dans une petite salle de conférence, avec Marguerite et détective Dubois à mes côtés, 2 officiers devant la porte. Elle n'était plus la Juliette confiante et riante d'il y a 5 ans, mais une silhouette évidée, les yeux rougis par les larmes. Un dispositif d'enregistrement, un traceur GPS, un bouton d'urgence, expliqua détective Dubois. Vous serez dans votre salon quand Romain arrivera. Donnez-lui l'occasion de confesser. Faites-le parler. Laissez-le croire qu'il vous a acculé. Les gens comme lui, arrogants, aiment montrer leur ruse. Marguerite eut une expression sombre. S'il ne confesse pas, nous n'aurons rien d'admissible avant les résultats toxicologiques de lundi. Romain pourrait fuir. Nous avons besoin de son témoignage enregistré, Jacques. Et Marcus? Demandai-je. 6 officiers seront positionnés autour de votre maison, expliqua détective Dubois. Dès que Romain ou Marcus fera un mouvement vers vous, nous serons là en 10 secondes. Juliette expliqua que Marcus n'entrerait qu'en toute sécurité. Romain seul en premier. Détective Dubois confirma. C'est là que nous obtiendrons sa confession. Nous arrêterons Romain à l'intérieur avant que Marcus n'approche, puis nous le prendrons. J'ai demandé. Et si ça tourne mal? Détective Dubois me regarda. Appuyez sur le bouton d'urgence. Nous intervenons. Mais c'est un risque élevé. Romain est imprévisible. Je pensais à Catherine, à son courage face à Romain pour me protéger, à sa mort dans notre cuisine pendant mon sommeil. Je le ferai, dis-je. Détective Dubois acquiesça. Les préparatifs commencent. Un technicien vous équipera ce soir. Les officiers seront en position à 4h30. Vous rentrerez à 5h, allumerez une lampe dans le salon et attendrez. Et je lui parle juste? Vous lui parlez, l'écoutez, le laissez avouer et restez calme. La soirée fut un tourbillon de préparatifs. Un technicien m'équipa d'un micro discret, d'un traceur GPS dans ma chaussure et d'un bouton d'urgence. 3 clics rapides, expliqua-t-il, et les officiers interviendront. Je tentais de dormir dans la maison sécurisée, mais l'anxiété du lendemain me tint éveillé. À 4h30, détective Dubois me ramena. La rue était silencieuse, mais je savais que 6 officiers étaient postés chez les voisins. Il s'arrêta 2 maisons plus loin. Marchez jusqu'à votre porte, entrez, allumez une lampe dans le salon et asseyez-vous près de la fenêtre. Antoine, nous sommes là. Vous n'êtes pas seul. Je rentrai chez moi dans l'obscurité de l'aube. Tout était comme je l'avais laissé. Les lunettes de lecture de Catherine sur son bureau, ma tasse de café. Cette maison, témoin de notre vie, de notre fils, était aussi celle où il avait brisé la sienne. J'allumai la lampe du salon, m'assis face à la fenêtre, vérifiant mon équipement. La maison était silencieuse. J'attendis. À 5h52, j'entendis la clé dans la serrure. La porte s'ouvrit. Romain entra, une silhouette contre la lumière du matin,
un sac de sport noir à la main. Nos regards se croisèrent. Pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, j'étais face à mon fils. Romain referma la porte, alluma la lumière. Il me fixa, puis son visage afficha un soulagement fin. « Oh, papa, j'étais si inquiet. Tu ne répondais pas. » Je restais immobile, ma main sur le bouton d'urgence, le micro enregistrant. Par la fenêtre, je percevais le mouvement discret de l'équipe de détectives Dubois chez les voisins. « Je sais pour les 680 000 euros, Romain. Je sais pour la dette de Juliette. Je sais pour Marcus. » Le soulagement s'évapora de son visage. Il rit, un son froid. « Qui t'a dit ? Peu importe. Tu es là. » Il s'agenouilla, ouvrit lentement le sac de sport noir. Quand il me regarda, le masque avait disparu. « Tu veux voir ce que j'ai apporté ?» Il sortit du sac une bouteille de somnifère sans étiquette, une seringue, de la corde, des gants en latex et du whisky. « Voilà à quoi ressemble le chagrin, papa. Un veuf de 64 ans qui n'a pas supporté de perdre sa femme. Trop de pilules, un peu d'alcool. Tu laisses une note. Je l'ai déjà écrite de ta main. Tu ne peux pas vivre sans maman. Tu as l'air choqué, dit Romain en enfilant les gants. Tu as cherché, tu as trouvé. Catherine n'a pas eu d'AVC. Elle a découvert l'argent de la fiducie en mars, documenté mes retraits. 3 semaines avant sa mort, elle m'a confronté. Si je ne remettais pas l'argent, elle me déshériterait et irait à la police. Il prit les somnifères, justifiant « J'ai tenté de la raisonner, expliquer la dette de Juliette, 920 000 euros. On ne refuse pas au casino. Tu l'as tuée pour de l'argent. » Romain durcit son expression. « J'ai sauvé la vie de ma femme et la mienne. Catherine avait vécu, Juliette et moi avions l'avenir. C'était une décision pratique. Le chlorure de potassium imite l'arrêt cardiaque. Je l'ai mis dans ses vitamines le 14. Elle les a prises vers 23 heures. À 3 heures, c'était fait. Je l'ai regardé s'effondrer, attendu 12 minutes avant d'appeler. Pas de la cruauté, papa, de la minutie. Je serrai le bouton d'urgence, suivant les instructions de détective Dubois. Et le testament ? Catherine en a rédigé un nouveau, 95% à des œuvres, 100 000 euros pour moi. Le lendemain des funérailles, pendant que tu pleurais, j'ai fouillé son bureau, trouvé et détruit ce Nouveau Testament, le remplaçant par l'ancien qui me laissait 1,5 million. Mais elle avait une autre copie dans un coffre. Les yeux de Romain se plissèrent. Peu importe. Quand on la trouvera, tu seras parti aussi. J'aurai réglé la succession. Il se leva, pilule et seringue en main. Tu vas prendre toutes ces pilules. Coopère, ce sera indolore. Sinon, la seringue. Tu seras inconscient. J'attendrai 30 minutes, puis je te découvrirai. C'est ta faute. Tu aurais pu signer la procuration, rester en dehors. Mais tu as dû creuser, trouver ces lunettes cassées. Il s'arrêta. Les lunettes. Où sont celles de Catherine? La caméra? Elle en a caché une, n'est-ce pas? Je ne répondis pas. Bien sûr. Je suis passé devant elle pendant 5 mois. Elle a tout enregistré. Moi, mettant la substance dans ses vitamines, moi la regardant sur le sol de la cuisine. Tu as vu les vidéos? Tu enregistres cette conversation. Il bougea vite, m'attrapa par le col, arracha le fil, le jeta. Le détective Dubois demanda à Marcus pourquoi il était là. Il répondit qu'il avait enregistré toutes les conversations avec Romain depuis le 1er octobre. 8 fichiers détaillant ses requêtes, notamment le sabotage des freins de ma voiture, ce qu'il n'avait jamais fait. Il avait pris l'argent de Romain, mais tout documenté pour se couvrir. Sur la clé, il y avait 8 enregistrements où Romain expliquait comment il voulait tuer Catherine avec le chlorure de potassium, puis moi, en simulant une overdose, et discutait des paiements. Marcus affirma n'avoir jamais touché ma voiture. Je confirmais ne l'avoir jamais vue. Détective Dubois l'arrêta pour complot, et Marcus se déclara prêt à témoigner contre Romain en échange d'un accord. Marcus fut menotté, lançant à Romain qu'il ne travaillait pas avec des amateurs. Juliette, escortée, confirma les dires de Marcus. Romain l'avait engagée, elle connaissait les plans, et il voulait que Catherine et moi disparaissions avant la fin de l'année. Le téléphone de Marguerite sonna. Le médecin légiste confirma les résultats préliminaires de l'exhumation.
une forte concentration de substances toxiques dans le tissu cardiaque de Catherine. Ce n'était pas de cause naturelle. Détective Dubois déclara officiellement l'ouverture d'une enquête pour homicide. Romain fut emmené dans une voiture de police. Il me reprocha d'avoir détruit mon fils pour une femme morte. Je lui répondis qu'il s'était détruit le jour où il avait empoisonné sa mère. Alors que la voiture s'éloignait, je réalisai que Catherine avait passé ses dernières heures à recueillir des preuves pour me protéger. Je pouvais enfin respirer. Catherine s'était battue, utilisant caméra, enregistrement, testament et lettres. Dans la lumière du matin, entourée de voitures de police et mon fils en garde à vue, je réalisais qu'elle avait gagné, pour la justice. Détective Dubois s'approcha, me disant que j'étais en sécurité, que c'était fini. Je hochai la tête. La police s'éloignait. Je levai les yeux vers le ciel, certain que Catherine savait que j'étais en sécurité. C'était suffisant. Une semaine après l'arrestation de Romain, Marguerite m'appela. Il était libre sous caution. Dans la cuisine où Catherine s'était effondrée, je serrais le comptoir. 2 millions d'euros avaient été payés par la riche famille de Juliette, qui avait mis des biens en garantie, convaincue que Romain était victime d'un coup monté. Il était libre sous condition. Passeport confisqué, bracelet électronique, interdiction de quitter Bordeaux et de me contacter. Je fixai le sol où Catherine était tombée. Romain était libre, ma femme sous terre. « On peut encore gagner ?» demandai-je. « Oui, » répondit Marguerite, « mais son avocat est excellent et agit vite. » L'après-midi, je rejoignis Marguerite à son bureau. Elle m'informa que Romain avait engagé Jonathan Price, ancien procureur de Bordeaux, réputé pour ses défenses d'homicide. Sa stratégie, une défense d'aliénation mentale. Romain aurait subi une grave dépression après avoir découvert l'Alzheimer de Catherine, ce qui était faux. Price construisait un récit de fils dévoué et de mère malade, citant une évaluation psychiatrique de septembre signée par le docteur Nathan Pierce. Je rappelais que le docteur Pierce avait été arrêté. Marguerite confirma que cette défense ne tiendrait pas. Marguerite sortit un autre dossier. Après l'arrestation de Pierce, ses relevés financiers révélèrent 280 000 € de paiement de Romain sur 3 ans. 9 évaluations psychiatriques, toutes fausses et achetées, prouvaient qu'il construisait sa défense d'aliénation mentale depuis 3 ans, comme une assurance. Romain savait qu'en cas de problème, il lui faudrait des preuves de troubles mentaux. Marguerite expliqua que j'étais leur témoin clé. Amanda me guiderait à travers la découverte des lunettes, des vidéos, de la lettre de Catherine et de ma confrontation avec Romain, exigeant que je sois clair, calme et crédible. Malgré mes mains tremblantes, je lui assurais être prêt à témoigner contre mon fils, pensant à Catherine et à ses efforts pour me protéger. Le soir même, je reçus une lettre de Romain, écrite de sa main. Il s'excusait, évoquant la dette de Juliette et son regret de nous avoir fait du mal, suppliant de retirer les accusations et de ne pas le laisser finir en prison à vie. Je relus ces mots, cherchant un remords sincère, mais n'y trouvais que de la manipulation. Il ne regrettait pas d'avoir ôté la vie à Catherine, mais d'avoir été pris. Je déchirai la lettre. Oui, j'étais prêt à témoigner contre l'homme qui l'avait écrite, car ce n'était plus mon fils. Le procès débuterait dans 3 semaines. Je m'assurerai que la voix de Catherine soit entendue, que chaque preuve qu'elle avait rassemblée et chaque vérité qu'elle avait défendue soit révélée. La justice pour Catherine était primordiale, bien au-delà de la clémence que Romain espérait. Le 4 novembre, par une matinée bordelaise froide et grise, Marguerite et moi montâmes les marches du tribunal de grande instance de Bordeaux. Les équipes de télévision bordaient le trottoir, l'affaire étant très médiatisée. Je baissai la tête, laissant Marguerite gérer les journalistes. À l'intérieur, après la sécurité, nous prîmes l'ascenseur jusqu'au 4e étage, salle d'audience 4C. La juge Patricia Holloway, une femme d'une 60aine d'années, aux cheveux gris tirés en chignon sévère, révisait des documents. Sa réputation de ne tolérer aucun non-sens était bien connue. Romain était déjà à la table de la défense, aux côtés de Jonathan Price. Son costume sombre dissimulait son bracelet électronique. Il jeta un coup d'œil en arrière à mon entrée. Nos regards se croisèrent un instant avant qu'il ne détourne les yeux. Le jury se remplit. 12 personnes, 7 femmes et 5 hommes, sélectionnés en 2 jours,
des inconnus qui décideraient du sort de mon fils. À 9 heures précises, la juge Holloway ouvrit la séance. Amanda Morrison, en tailleur bleu marine, se leva, professionnelle et préparée. Votre honneur, le peuple est prêt. S'adressant au jury, elle déclara que cette affaire était celle de la cupidité, de la trahison et de la préméditation. Romain Mitchell n'avait pas seulement ôté la vie à sa mère, il l'avait planifié pendant des mois, acheté la substance, altéré ses vitamines, l'avait regardé s'effondrer dans notre cuisine et avait attendu 12 minutes avant d'appeler à l'aide. Elle ajouta qu'il avait également planifié ma fin, engagé un professionnel, falsifié des documents d'assurance-vie et tenté de me faire déclarer mentalement incompétent pour s'emparer d'une succession de 3,2 millions d'euros. Le chiffre résonna. Amanda annonça que le jury entendrait mon témoignage, verrait des preuves vidéo de Romain altérant les vitamines de sa mère et écouterait la voix de Catherine dans un enregistrement fait quelques heures avant son décès, m'avertissant que notre fils prévoyait de nous ôter la vie à tous les deux. Des preuves médico-légales prouveraient que Catherine n'était pas décédée de mort naturelle. Elle mentionna également le docteur Nathan Pierce, un psychiatre ayant accepté 280 000 euros de Romain sur 3 ans pour fabriquer de faux rapports psychiatriques, conçus pour une défense d'aliénation mentale. Romain Mitchell, 39 ans, avocat, savait exactement ce qu'il faisait. Ce n'est pas une tragédie de maladie mentale, mais une histoire de cupidité et de violence. Elle conclut en demandant de tenir Romain Mitchell responsable et un silence pesant s'installa. Jonathan Price présenta la défense comme une tragédie familiale due à la maladie mentale, affirmant que Romain souffrait d'un trouble dissociatif non diagnostiqué selon le docteur Pierce. L'argument était faible, les faux rapports psychiatriques ayant anéanti toute crédibilité. La juge Patricia Holloway m'appela comme premier témoin. Marguerite me serra le bras. Amanda me guida à travers mon témoignage, la découverte des lunettes de Catherine, les vidéos de Romain altérant ses vitamines, le mémo vocal de Catherine, le coffre et la confrontation dans mon appartement où Romain avait avoué. Jonathan Price tenta de minimiser mes dires, suggérant que mon chagrin pour Catherine altérait ma perception. Je répondis « J'ai vu mon fils sur vidéo mettre une substance dans les vitamines de sa mère. Je l'ai entendu avouer avoir retardé l'appel d'urgence de 12 minutes. Ce n'est pas le chagrin qui altère ma perception, c'est une preuve. » Je ne fléchis pas, et 20 minutes plus tard, la juge Patricia Holloway me permit de me retirer. Les 3 jours suivants furent un défilé de preuves. Les vidéos, le mémo vocal de Catherine, les enregistrements d'Allison et Marcus Cole, le rapport du médecin légiste, l'analyse financière, la fausse police d'assurance-vie et le testament de Catherine. Le choc, le dégoût et la colère se lisaient sur les visages des jurés. Le 5e jour, le docteur Nathan Pierce témoigna. Amanda le démolit, lui demandant combien Romain l'avait payé pour de fausses évaluations psychiatriques. Il avoua 280 000 euros sur 3 ans, pour 9 rapports documentant une maladie mentale inexistante. Il tremblait visiblement en quittant la barre. Le 6e jour, Romain prit la barre. Après quelques questions de Jonathan Price, on lui demanda « Romain, avez-vous intentionnellement fait du mal à votre mère ?» Il regarda le jury, la juge Patricia Holloway, puis moi, et déclara « J'invoque mon droit de ne pas témoigner contre moi-même. » La salle s'agita. La juge frappa son marteau. Aux yeux du jury, seuls les coupables invoquaient ce droit. Les plaidoiries finales prirent une journée, puis le jury se retira pour délibérer. 4 jours s'étaient écoulés depuis mon témoignage et le refus de Romain de témoigner. Je me tenais devant la salle d'audience 4C avec Marguerite, attendant le retour du jury qui délibérait depuis 9 heures. Marguerite murmura que de longues délibérations signifiaient un blocage ou une grande minutie. Mes mains tremblaient, comme la première fois que j'avais tenu les lunettes de Catherine chez l'opticien Fournier ou écouté son mémo vocal. Je les pressais contre mes cuisses, fixant le sol. À 10h47, l'huissier ouvrit les portes. Le jury est de retour. Je pris place au premier rang avec Marguerite. Jonathan Price était seul à la défense. Romain fut amené, menotté, le visage vide, sans me regarder. La juge Patricia Holloway entra et nous nous levâmes tous. « Veuillez vous asseoir », dit la juge. Elle demanda au jury « Avez-vous rendu votre verdict ?»
La jurée de la rue de la Course se leva. Oui, votre honneur. L'huissier remit les formulaires à la juge Holloway. L'accusé, veuillez vous lever. Romain se leva. Sur l'accusation de meurtre au premier degré dans la mort de Catherine, lut la jurée, nous, le jury, déclarons l'accusé Romain coupable. La salle éclata. Marguerite serra ma main. Le verdict tomba pour les 4 autres chefs d'accusation. Complot pour me nuire, détournement de 680 000 € de la fiducie familiale, fraude à l'assurance de 1,5 million d'euros et complot criminel avec Marcus Andrew Cole. Romain fut déclaré coupable sur tous les points. La juge Holloway annonça la sentence pour le 22 novembre 2024. Romain me lança un regard vide avant d'être emmené. Devant le tribunal, Marguerite lut une déclaration à la presse, soulignant le courage de Catherine qui avait rassemblé les preuves pour me protéger et démasquer le complot. Je secouai la tête à un journaliste, puis Marguerite me guida vers sa voiture. La salle d'audience était plus calme pour la sentence. La juge Holloway rappela les 5 chefs d'accusation. Pour le meurtre de Catherine, je vous condamne à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Les autres peines, 25 ans chacune, seront purgées concurremment. Romain refusa de faire une déclaration. La cour fut ajournée. Dans le parloir, face au plexiglas, Romain et moi prîmes les combinés. Un long silence. « Et tu es venu » dit-il enfin. « Je suis venu te dire au revoir » répondis-je. « Je ne voulais pas que ça aille si loin » dit-il. « J'avais juste besoin d'argent. Les dettes nous écrasaient. Maman l'a découvert. Elle allait me couper les vivres. J'ai paniqué. Tu as mis une substance nocive dans ces vitamines, dis-je doucement. Tu l'as regardé s'effondrer. Tu as attendu 12 minutes avant d'appeler à l'aide. Ses yeux vacillèrent. Je sais, et tu comptais me faire la même chose. Je posai le téléphone et partis. Papa, dit-il, mais je ne me retournai pas. Sur la route du retour, la clôture barbelée du pénitencier disparut dans mon rétroviseur. Je ne pleurais pas. Catherine avait lutté pour la vérité, me laissant une feuille de route, un testament. Justice était faite. Mon nouvel appartement, un T2 à Bordeaux avec vue sur la Garonne, était silencieux. En décembre 2024, 6 semaines après la sentence, 8 mois après avoir trouvé les lunettes de Catherine à la charnière cassée, la pluie tapait doucement. Pour la première fois depuis plus d'1 an, je ne me sentais plus oppressé. Marguerite m'avait aidé à le trouver. Un nouveau départ, Antoine, m'avait-elle dit. Un lieu où la mémoire de Catherine peut reposer sans te hanter. Elle avait raison. Je ne pouvais plus vivre dans cette maison. Pas dans notre cuisine où Catherine s'était effondrée, ni dans la chambre où nous avions partagé 38 ans. J'avais emballé l'essentiel. Quelques photos, ses livres, la boîte de ses gants de jardinage. Le reste fut donné. Mon appartement, petit et propre, faisait face à l'est. Chaque matin, le soleil se levait sur la Garonne. Je buvais mon café. Ce n'était pas la vie imaginée, mais une vie que je pouvais vivre. En mars 2025, Marguerite m'appela. Sa voix prudente annonça « C'est Juliette. Grave réaction aux médicaments au centre de rééducation de l'érable. Elle est vivante, mais les médecins parlent de dommages cérébraux permanents. Perte de mémoire, troubles cognitifs, soins à vie. » Je fermai les yeux. Aucune colère, pitié ou satisfaction, juste une tristesse sourde et vide. Sa famille organise ses soins, continua Marguerite. Il demande si tu voudrais lui rendre visite. Non, dis-je. Elle l'a aidé à tout planifier, Marguerite. Elle savait ce que Romain allait faire et n'a rien dit. Je ne m'assierai pas à son chevet en faisant semblant. Marguerite resta silencieuse. Je comprends. Après avoir raccroché, je restai à la fenêtre. Juliette passerait sa vie dans un brouillard, incapable de se souvenir, et moi, la mienne, à essayer d'oublier. Un matin de mai, je me rendis chez la notaire de Catherine, Hélène Patterson, place de la Liberté. Elle m'accueillit. « Monsieur Antoine, c'est l'heure. » Elle ouvrit le dossier du testament de Catherine. 95% de sa succession, soit 2,7 millions d'euros, étaient légués à la Fondation Justice Familiale, une association aidant les victimes d'abus financiers âgés.
Hélène expliqua que la Fondation créerait l'initiative de protection des aînés Catherine, finançant cliniques juridiques et ateliers éducatifs. J'acquiesçais, la gorge serrée. Elle aurait adoré ça. 2 semaines après, j'assistais au lancement de l'initiative à la bibliothèque municipale de Bordeaux. Une plaque au nom de Catherine fut dévoilée. Des bénéficiaires du programme étaient là. Une femme d'une 60aine d'années, les larmes aux yeux, me remercia. « Votre femme a sauvé ma maison. Mon fils me volait. La clinique m'a aidé. » Je lui serrai la main, ému. Catherine était partie, mais son œuvre continuait de protéger. En juin, je vendis la maison de la rue de la Course pour 2,8 millions d'euros. Les jeunes acheteurs aimaient le jardin et les grandes fenêtres. Je ne leur dis rien du passé. Avec la vente, j'achetai mon appartement à Bordeaux et fis un don à l'initiative Catherine. Je commençai aussi à faire du bénévolat 2 jours par semaine à la clinique d'aide juridique aux aînés de Bordeaux, aidant les seniors face à la fraude. Je n'étais pas avocat, mais je pouvais écouter, leur disant « Vous n'êtes pas seul, vous pouvez survivre ». Cela n'effaçait pas ce que Romain avait fait, mais me donnait une raison de me lever. Un samedi de juillet, une 3e lettre de Romain arriva du pénitencier. Je la renvoyai sans l'ouvrir. Puis, je me rendis au cimetière du Chêne Vert. Sous un érable, la tombe de Catherine portait « Catherine, 1962 à 2024. Épouse aimée, protectrice, lumière. » Je m'agenouillai, déposai des roses blanches. « Salut, mon amour, » murmurai-je. « Tu m'as sauvé, tu m'as laissé de quoi survivre, et maintenant j'aiderai d'autres personnes, comme tu m'as aidé. » Je restai longtemps, sentant le soleil. Cet après-midi-là, je marchai jusqu'au parc de la Roseraie. Assis sur un banc, je souris pour la première fois depuis 1 an en voyant un couple. Je pris mon téléphone, affichai une photo de Catherine dans notre jardin, rayonnante. Je la mis en fond d'écran. Je n'avais plus besoin de justice. Je devais vivre pour elle. Assis dans mon appartement à Bordeaux, regardant sa photo, je veux vous laisser un conseil. Soyez attentifs à ceux que vous aimez, surtout quand ils se taisent. Catherine a tenté de me protéger seule, craignant que je ne supporte la vérité. J'aurais voulu voir sa peur avant qu'il ne soit trop tard. Nos instincts sont là pour une raison. Quand quelque chose cloche dans votre famille, n'ignorez pas ce sentiment. Parlez, demandez, écoutez. Ce récit n'est pas ma fierté. Je n'ai pas cherché la vengeance. Mais quand un enfant franchit une ligne impensable, le choix est de se protéger ou de protéger le mensonge. J'ai choisi de survivre, d'honorer la femme qui m'a sauvé. Ne laissez pas le silence empoisonner votre foyer. Ne croyez pas votre famille à l'abri parce que tout le monde sourit. Romain souriait aux funérailles de Catherine tout en planifiant ma fin. Aimez vos enfants, mais gardez les yeux ouverts.